Voilà, bonjour et ré-bonjour. On sait que je j'ai déjà vu, j'ai déjà dit bonjour, mon petit mot. Euh, J'espère que vous allez bien. Euh, En bonne santé aussi. Que vous faites attention à votre entourage, à vous-même, que vous gardez l'esprit tranquille, tranquille et en équilibre. Euh, je Si vous avez des questions, vous pouvez n'hésitez pas à poser, hein, concernant les cours, concernant euh, quoi que ce soit, hein. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas du tout hésiter. Euh, et je prends mon portable ici pour vérifier un truc il y a une chose qui m'a attiré l'attention, j'ai même pris une photo. En photo, en fait, c'était je commence toujours les cours avec une petite truc, une petite chose différente, hein. À chaque cours, quelque chose qui m'a attiré l'attention, voilà. Pour casser et pour mettre un peu l'ambiance au tout début. Euh, En fait, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi, mais on est les 10 mars, hein, et du coup, selon mes calculs, il nous reste, avec ces cours-là d'aujourd'hui, il nous reste 8 semaines de cours, hein. 8 semaines de cours. Ça veut dire 2 mois. 2 mois de cours, c'est absolument rien, hein. Ça, c'est selon les calendriers que j'ai vus début de semestre là, dans la plateforme de l'UPEC. Mais du coup, 2 mois de semestre, c'est rien, hein, c'est rien. Et voilà, on tient bon, on va arriver, on va vite arriver euh, à l'été aussi. Du coup, allez, on tient bon. Euh, et c'est que je voulais, je viens de dire qu'on a 8 semaines avec ces cours-là, hein. Euh, mais aussi, je vous ai dit que on allait faire une sorte de rapport à la fin des rapports. C'est pas forcément, oui, on sort des rapports à la fin du semestre, qui, ça serait l'activité que vous allez faire, qui allait être comptabilisée. En plus de cela, ça allait dépendre aussi si on allait récupérer les cours en présentiel ou on allait continuer en distance. Une deuxième activité, parce que comme on sait tous, les TD, on a besoin de deux notes, c'est-à-dire deux activités, hein. À la base, ça serait ces rapports, hein, qui va, dans ces rapports, vous allez faire une petite recherche sur un métier auquel euh, vous aimeriez, par exemple, faire une voie qui vous aimeriez suivre, voilà. En utilisant évidemment les outils qu'on a vus pendant ces cours, hein. Et aussi faire quelques, on va dire, quelques recherches au niveau du métier en soi. Parce que ce que je veux vous faire, en fait, c'est d'une certaine façon, vous obliger à enquêter sur les métiers que vous souhaitez faire. Vous voyez, normalement, avec tous les sortes de disciplines que vous avez, avec les temps que vous avez, je comprends qu'on n'a pas forcément le temps de réfléchir sur les métiers on aimerait faire, hein. Ou même la voie, si j'aime plutôt les départements, si j'aime plutôt les finances, vous voyez, ou si j'aime plutôt les RH, ou encore si j'aime plutôt
La traduction, pourquoi pas. Si j'aime plutôt les côtés linguistiques, voilà. Normalement, on n'a pas trop les temps pour réfléchir à ça et je trouve ça que c'est l'opportunité de pouvoir réfléchir, de pouvoir vraiment mettre sur les papiers vos idées, vos, vos, vos ressentis concernant les métiers, vos recherches. C'est l'opportunité de pouvoir faire des recherches concernant les métiers que vous souhaitez faire et de peut-être se rendre compte que c'est pas de tout ça que vous aimez, quoi. Hein. Du coup, c'est intéressant. Et évidemment, tout cela, ça va être à la fin du semestre. Hein. Mais comme je viens de dire, on a 8 semaines de cours, si on compte avec ces cours-là. Évidemment, je n'aimerais pas laisser toute cette recherche pour les derniers cours. Tout simplement parce que je sais que vous allez voir des examens de CM et que c'est un peu embêtant, on va dire. C'est un peu embêtant si on laisse aux dernières minutes pour faire les choses. Surtout parce que vous allez avoir pas mal de choses à faire encore. Et on ne sait pas comment va se passer les calendriers des examens. Voilà. Du coup, on peut flou l'avenir. Hein. Mais si l'on sait qu'on voit, pour l'instant, ces semestres de l'université, on va finir à distance. C'est comme ça que je vois, c'est comme ça que ça dessine. Je vous rappelle que ça, c'est ma vision. Hein, c'est les regards que je pose sur les choses. À mon avis, si on va commencer à flexibiliser les restos en avril, au 15 avril, je ne vois pas forcément l'intérêt de reprendre les cours en présentiel pendant 2 semaines. Voilà. Mais je sais pas je sais pas du tout comment vont se passer les examens non plus. Du coup, c'est juste mon regard sur les choses. C'est pas du tout officiel. Hein. Et du coup, on va essayer de s'adapter. On va essayer de faire d'une sorte que on va arriver à finir les contenus avant les 5 mai. Hein, parce que normalement, les 5 mai, je vérifie. Normalement, les 5 mai, c'est notre dernier cours. Hein. Donc, j'espère pouvoir finir les contenus un peu avant, parce que comme ça, voire même 2 semaines avant, parce que comme ça, vous pouvez vous consacrer à la réalisation de ces rapports que je vais vous demander. Hein. Donc, voilà. Et au-delà de ces rapports, je vous rappelle qu'il va falloir une deuxième activité qui, si on reste à distance, en distanciel, hein, cette deuxième activité, cette deuxième note, elle sera probablement celle de QCM que vous allez faire. Évidemment, vous allez, je vais parler exactement du contenu des questions qui vont tomber lors de ce QCM, hein, mais il sera aussi sur Google Forms, du coup voilà, une plateforme assez fiable. Apparemment, sinon il a aussi Microsoft Teams, il disponibilise aussi des outils pour pouvoir faire de questionnaires. Peut-être que je vais essayer, mais on verra bien. Bon. Et dans ces cadres-là, je vous rappelle aussi que nous avons tous nos cours qui sont disponibles sur YouTube. Si vous avez raté quelque chose, si vous voulez revoir quelque chose, même pour faire les rapports ou encore pour les rapports, je vais expliquer tout en détail dans quelques semaines. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Mais en gros, c'est ça. Si vous n'avez pas encore visité ou si vous n'avez aucune idée d'où sont les vidéos et tout ça que vous pouvez utiliser pour reprendre les contenus lors d'un éventuel QCM à la fin du semestre,
Je vais vous envoyer un mail au tout début de semestre avec l'adresse de la chaîne YouTube. Comme ça, vous pouvez consulter tranquillement. Mais ce sont des avis, ce sont des informations, des annonces assez tranquilles, juste pour vous tenir au courant des situations, pour vous tenir au courant de ce qui se passe, pour vous tenir au courant de ce que j'envisage au futur dans les cours avec vous, hein, et qu'on soit pas, qu'on n'arrive pas à transformer l'ambiance de ces cours dans une ambiance très anxiogène. Vous voyez, qu'on puisse travailler dans toute la tranquillité qu'on mérite et qu'on a besoin dans ces moments assez délicats. Et en plus, on parle du futur de la carrière, de notre carrière professionnelle, hein, et de choix qu'on va faire ou qu'on va changer, bref, de tout cela, hein, qu'il a en rapport avec vos choix professionnels. Hein. Bon, dites cela, avant de commencer, je bois un coup de flotte, en même temps que je partage mon écran avec vous. Bon, les derniers cours, donc, on avait commencé à parler de l'analyse SWOT. En gros, oui, on a parlé de la matrice SWOT, hein, voilà, qui il y a en français plusieurs noms. Vous pouvez constater là en regardant les diapos. On a parlé de ça parce que les buts, c'était exactement de comprendre qu'on peut utiliser tous les outils que vous voyez pendant les cours, pas que sur les miens, mais que vous voyez pendant les cours en général. Ça veut dire, si vous voyez une façon de faire un calcul des intérêts pour une entreprise, c'est aussi la même façon de faire des calculs des intérêts pour investissement que vous pouvez faire. La mathématique dans ce sens, elle est parfaite parce qu'elle ne change pas. Il suffit d'utiliser la bonne formule avec les bons données et voilà, vous allez avoir vos réponses. Du coup, mais par contre, quand on parle des outils de gestion stratégique, on est toujours un peu coincé, on donne toujours évidemment des exemples avec des entreprises, mais on ne se rend pas compte qu'on peut tout à fait profiter de ces outils pour notre expérience personnelle et professionnelle, à nous. Vous voyez, parce qu'on avait discuté que s'il y a une chose qu'il y a en commun entre une entreprise et nous, c'est qu'il est deux, dans sa forme juridique, si on peut dire comme ça, portent les mots de personne. La personne morale et la personne physique. Voilà. Du coup, ce qui marche pour un va aussi marcher pour l'autre. Et du coup, c'est exactement ça qu'on va essayer de faire. C'est donc de s'approprier de une. D'abord, on va essayer de s'approprier juste de une utile, hein, que c'est la matrice ou l'analyse SWOT. Mais par contre, vous pouvez faire ça avec n'importe quel outil de gestion stratégique. D'accord? Mais je parle de celui-là parce que c'est plus connu, c'est aussi les plus basiques, les plus faciles et les plus généralistes. C'est-à-dire que peu importe votre voie choisie, peu importe ce que vous voulez faire ou ce que vous envisagez de faire, ça va marcher. Ça va marcher parce que ça va permettre de vous mettre dans un chemin. Et montrer c'est que vous avez des meilleurs, c'est que vous avez des pires, c'est que peut être un avantage, c'est qu'il peut être un problème dans votre carrière, dans votre métier, voilà, peu importe, dans un futur, peut-être pas si loin que ça. Bon, du coup, on a parlé de tout cela. On,
quelques-uns d'entre vous connaissez déjà la matrice, l'analyse SWOT, donc au milieu, et la majorité m'a dit que ne se souvenait pas, ou encore qu'ils n'avaient jamais entendu parler. Et voilà, du coup, on passe par là pour réfléchir et pour donner peut-être un nouveau regard, hein, dans cet outil de gestion stratégique. Et si je ne me trompe pas, lorsqu'on était au dernier cours, hein, on s'est arrêté là en parlant des forces. J'ai parlé vite fait des faiblesses, hein, mais voilà, on avait discuté que l'analyse SWOT, dans son ensemble, essaye de gérer deux axes, l'axe interne et l'axe externe. On avait discuté que l'axe interne, en gros, bien en résumé, il contient tous les éléments que nous avons les contrôles, ou encore que nous pouvons, dans une certaine mesure, changer. Par exemple, la situation sanitaire, on ne peut pas changer, on doit vivre avec, voilà, malheureusement c'est le cas. Par contre, rien n'empêche de faire un cours en plus pour améliorer mon CV, encore de chercher une formation extra pour améliorer mon CV et encore mes compétences. Voilà. Du coup, tout cela, nous avons le contrôle. Tout ce que nous avons le contrôle, on appelle de l'axe interne. Par contre, dans l'opposé, hein, tout ce que nous n'avons pas les contrôles, c'est l'axe externe. Voilà. Qui on peut pleurer, on peut crier, on peut, voilà, on peut frapper les oreillers, je sais pas, hein, on peut faire n'importe quoi, on peut faire tout et on peut faire rien, mais on ne peut pas changer. Tout cela que on ne peut pas changer, c'est l'axe externe. Donc, voilà. Ouais, mais la division, c'est un peu flou. Parce que si on parle de l'environnement, de l'écologie, voilà, on dit chacun doit faire sa partie pour que à la fin, on arrive tous à s'en sortir. Oui, évidemment, et dans ces cadres-là, soit avec la Covid, soit avec l'environnement, qu'est-ce qu'on peut penser de tout cela? C'était un peu cette question que je voulais vous poser notre dernier cours, mais que j'avais oublié la question et j'arrive pas à me souvenir. Donc, voilà. Les trucs, c'est que, évidemment, dans la vraie vie, je trouve ça merveilleux que sur la théorie, sur les papiers, les outils de gestion stratégique marchent finement, c'est parfait, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de problème. Parce que normalement, tous les études des cas qu'on voit, on reconnaît déjà on connaît par exemple déjà les réponses. Ça veut dire que lorsqu'on fait un exercice, une étude des cas avec nos profs, nos enseignants, voilà, on peut faire des analyses, évidemment, mais on sait déjà la réponse. Par contre, dans la vraie vie, on ne sait pas la réponse. Ça veut dire qu'on va trouver plusieurs éléments, mais que on doit peut-être vérifier, encore choisir par ordre de priorité quel est le premier élément je veux investir ma puissance d'agir, mon temps, mon énergie, hein, comme on avait parlé de Spinoza, voilà, quel est le premier élément plus important de tout cela que je veux effectivement m'investir et quel que je veux effectivement abandonner un peu parce que c'est pas très important. Voilà, ce sont des éléments pas évidents lorsqu'on fait nous-mêmes notre matrice.
soit notre analyse, soit. Mais voilà. Bon, dans ces cadres de l'environnement, de la Covid, en fait, pour des vrais, c'est flou. C'est flou parce qu'il a aussi les composants individuels qui jouent, mais aussi les composants collectifs. Par contre, est-ce que vous, chacun d'entre vous, peuvent contrôler ce que la société elle fait, ou que c'est que notre voisin il fait, ou il laisse faire, ou je sais pas, on contrôle franchement qui, qui est maître d'un chat, par exemple. Vous savez qu'on n'a même pas les contrôles d'un chat. Hein? On n'a même pas les contrôles d'un chat. Et, et c'est pour ça que quand on parle de la Covid ou de l'environnement, sont des mouvements, parce qu'on peut parler plutôt de mouvements, surtout que les éléments de l'axe externe, ils sont toujours en train de bouger, sont dynamiques. Du coup, c'est pour ça qu'on parle plutôt de mouvement, mais on parle plutôt d'un mouvement croissant ou décroissant, d'une importance croissante ou décroissante, voilà, pour parler de l'environnement, de la Covid, parce qu'on n'a pas les contrôles. Est-ce que c'est que j'ai fait dans mon... Même moi, juste pour vous donner un dessin de la situation, moi je suis étranger, ça fait 4 ans, il va faire 4 ans que je suis en France. Vous pouvez imaginer que j'ai pas beaucoup d'amis en France. Du coup, ça veut dire que être confiné ou être en télétravail, voilà, pour moi, ça ne me change pas trop la vie. Hein, je sortais, je faisais mes choses, voilà. Évidemment, aller au bar une fois ou l'autre, picoler un peu par-ci, par-là, voilà, on a tous des humains. Hein. Mais, en gros, moi, ça fait des mois que je suis entre guillemets confiné, que je sors pas, je sors juste pour faire les courses ou quelque chose de simple, ou me promener 2 minutes au parc à côté, voilà, pour prendre un peu de l'air. Mais techniquement, je suis confiné, mais mon confinement, il n'a rien changé dans l'ensemble de la Covid. Vous voyez, du coup, c'est pour ça qu'on caractérise la Covid comme quelque chose qui appartient à l'axe externe, qu'on ne peut pas contrôler. Aussi comme c'est un mouvement, aussi comme l'environnement, des questions, des problématiques de l'environnement, peu importe c'est que je fasse, c'est que je veux faire, ou que, voilà, ça ne va pas trop changer l'ensemble des choses. Ça ne va pas trop changer l'ensemble, la totalité des choses. Par contre, évidemment, s'il y a un mouvement collectif, vous voyez, s'il y a un mouvement collectif, là, ça peut peut-être changer. Mais on n'a pas le contrôle de ça. Voilà. Du coup, c'était ça que je voulais parler les derniers cours, parce qu'il y a des choses qui dans la vraie vie sont un peu plus floues d'identifier si c'est interne, externe, si on a les contrôles, on n'a pas les contrôles. Mais en faisant ces genres d'exercices de réflexion, vous voyez, il faut prendre toujours, c'est ça qu'on a parlé au tout début du cours, quand on faisait des réflexions philosophiques sur la vie, sur les boulots, voilà, surtout. Hein. Et il faut qu'on prenne de recul par rapport à les sujets, par rapport à la vie, par rapport à des choses. On doit prendre le recul, on doit faire l'exercice de la réflexion. Sans cela, on va jamais arriver à s'en sortir. Et même pour nous, hein, je parle même qui m'entend va penser non mais il déconne, il dit des choses, n'importe quoi, voilà.
Mais en fait, si on veut prendre des décisions qui vont nous garantir une sorte d'avantage, encore qui on va pas avoir des regrets ou qu'on va voilà, en gros des décisions, des bonnes décisions entre guillemets, mmh, on doit réfléchir, on doit travailler notre pouvoir de réflexion. Mmh. Donc voilà. Et du coup, c'est dans cette distinction-là, l'axe interne, l'axe externe, c'est qu'on peut contrôler, c'est qu'on ne peut pas contrôler. Voilà, on a commencé à parler de l'axe interne qui contient les forces, la problématique des forces et des faiblesses. On avait discuté de ça. Hein. Je laisse ici, ben, on avait déjà discuté. Hein. Et aussi, on a parlé un peu de points forts, hein, ou des forces. Qu'est-ce qui sont hein, ces forces? Du coup, ce sont les points positifs internes à l'entreprise ou à vous-même. Hein. Ça veut dire, c'est que vous avez les contrôles, c'est que vous pouvez changer, hein, et c'est que vous avez déjà des positifs. Hein. Par exemple, qui lui procure un avantage durable. Si vous allez compétir dans les marchés du travail, avec quelqu'un qui n'a pas de licence, vous avez déjà un avantage durable. Parce qu'il est temps que la personne finisse une licence, vous l'avez déjà. Vous l'avez déjà cette formation. Hein. Vous voyez, votre licence, on va dire dans un milieu spécifique, va vous assurer déjà une sorte d'avantage durable. Les problèmes, vous voyez, les problèmes, c'est que vous êtes en train de faire la licence maintenant 2020, 2021, 2022, voilà. Peut-être que dans 5 ans, votre licence ne va plus vous assurer un avantage durable parce qu'il y a effectivement de nouveaux outils, de nouvelles outils, nouveaux outils. Bon, je me trompe toujours. C'est nouveau, c'est nouveau. Nouveau, merci, merci. Merci beaucoup. Du coup, de nouveaux outils vont être déjà mis en marche hein, et, et probablement vous n'allez pas les connaître. Vous voyez, d'où comment je peux maintenir cette force toujours en route. Comment je peux maintenir mon écart vers les autres. D'où l'importance de faire de cours, de faire de recyclage. Vous voyez, donc c'est une façon de garder les forces que vous en avez déjà. Donc on parle des ressources possédées, on a parlé de voitures, que ça pouvait effectivement être un avantage hein, selon votre métier, même si on va dire qu'à Paris ça ne change pas trop, voir la région parisienne comme tout, parce que vous avez un transport public qui, malgré tout, il marche. Hein. Peut-être que vous êtes en train de rigoler. Ah ben monsieur, vous ne connaissez pas comment ça marche le métro, les RER, chaque jour il y a une panne, voilà. Ben oui, peut-être que vous avez raison. Même malgré tout ça, vous avez des options de transport public. Hein. Et, et apparemment, les bouchons à Paris, c'est quelque chose d'incroyable, et du coup, incroyable dans le mauvais sens, évidemment. Mais donc, vous voyez, peut-être qu'avoir une voiture à Paris, ça ne veut rien dire. Hein. Par contre, avoir une voiture dans la campagne, c'est plus important parce que ça permet effectivement d'accéder de boulot, voire même des clients un peu plus éloignés, voilà, parce que dans la campagne, on est plus
on est dans une zone plus attendue, on va dire comme ça. Et la partie des compétences détenues, effectivement, c'est la partie cognitive, c'est que vous possédez vos compétences en soi. C'est que vous faites de bien, c'est que vous êtes pas les meilleurs, mais que vous avez de plus à offrir. Voilà. Quand on parlait des forces d'une capacité individuelle ou collective. Dans votre cas, ça va être plutôt une capacité individuelle. Parce que la capacité collective, c'est plutôt dans le cas d'une entreprise. Hein? Mais voilà. Mais c'est ce qui vous permettre de faire les choses. Si on va dans les côtés linguistiques, on va appeler les pouvoirs d'un verbe modal. Hein? C'est un verbe modal. Parce que pouvoir, c'est quelque chose qui va modaliser les sujets. C'est quelque chose que permettre que les sujets fassent une telle chose. Du coup, cette capacité qui permet que vous faites quelque chose, que vous là c'est difficile, faissiez, je ne sais pas, mais vous avez compris. Voilà. Ça va être une capacité de, en plus. Par exemple, je me souviens plus si vous êtes les groupes qui font de l'allemand ou de l'espagnol, mais peu importe. Mais par exemple, moi je suis nul en allemand, je sais absolument rien du tout. Et si vous parlez l'allemand, c'est déjà un pouvoir en plus pour vous. Hein? Vous pouvez communiquer avec le marché allemand, vous pouvez négocier avec les marchés allemands, une chose que moi je ne peux pas. Hein? Vous voyez, ça permet en plus, ça permet que vous exécutez une action qui moi je n'arriverai pas à faire. Voilà, un avantage. Du coup, si nous, on allait se disputer une poste en Allemagne, par exemple, vous allez avoir un avantage durable par rapport à moi, par exemple. Voilà. En gros, quand on parle des forces, sont les qualités intrinsèques que vous avez. Les faiblesses, donc, c'est tout l'opposé. Évidemment, si on parle de tout ce que vous mettez en évidence d'un côté, qui mettent vos qualités en évidence d'un côté, de l'autre côté, on va parler de tout ce que vous faites de préjudice. Hein? Du coup, ce sont tous les points négatifs internes à l'entreprise ou à vous-même, avec une marge d'amélioration substantielle. Ça veut dire que vous savez que vous êtes faible dans ces points-là, et qu'il faut absolument s'améliorer là-dedans parce que sinon ça va être chaud, quoi. Vous voyez, manque de résistance ou des capacités, par exemple, manque de résistance. Évidemment, si on est à Koh-Lanta, la résistance va faire la différence. Mais si on est sportif de haut niveau, voilà, la résistance va faire la différence. Mais par exemple, quand on parle d'un exercice mathématique, si vous aimez bien la comptabilité, les départements financiers, voilà, et vous voulez travailler là-dedans, il va falloir, mais vous êtes nul en calcul, voilà. Je ne veux pas dire, écoutez, oubliez ces départements, il n'est pas pour vous. Non. Ça, c'est un discours archaïque qu'on n'utilise plus. Aujourd'hui, on peut dire que, ouais, effectivement, vous n'êtes pas très fort dans ces côtés-là. Hein? Mais vous savez que vous pouvez vous améliorer. Malheureusement, la seule façon que je connais d'apprendre la mathématique, c'est d'étudier. Vous restez assis et voilà, c'est mettre à fond à étudier, à bosser, voilà. Mais vous pouvez évidemment vous améliorer là-dedans. Hein? Ça peut être aussi une faiblesse, une fragilité qui est susceptible de créer un handicap dans un domaine d'activité donné pour l'entreprise.
C'est ça que c'est intéressant aussi de visualiser, c'est que selon, on parle plutôt d'un département de prédilection. Le département financier, les RH, la comptabilité, voilà, la production, la traduction même pour LEA. Mais aussi, il y a, par exemple, dans la traduction, il y a la traduction technique. Il y a aussi la traduction tout court. La traduction de livres, des ouvrages, voilà, mais aussi des histoires, hein, des narratives, des récits, quoi. Mais par contre, il y a aussi la traduction de notices, d'explications, des ouvrages techniques qui là, ça va nécessiter en fait une connaissance autre euh, qui est juste la connaissance de la langue. Vous voyez les problèmes au-delà du département que vous voulez suivre, il faut à chaque poste aussi il faut réfléchir à l'activité de l'entreprise. Qu'est-ce que l'entreprise fait? Et aussi, qu'est-ce que j'ai des forces ou des faiblesses par rapport à l'activité de cette entreprise? Vous voyez? Par exemple, si on parle ça, c'est assez drôle. Si on parle des réseaux sociaux, voilà, de manager de réseaux sociaux, hein, c'est aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est le boulot de rêve. Tout le monde veut le faire, c'est un boulot que tout le monde le souhaite, hein, mais que apparemment, juste parce que c'est pas juste, hein, parce qu'on passe du temps sur les réseaux sociaux, qu'on est apte, qu'on a la compétence pour travailler avec cela. Vous voyez, c'est un vrai métier. La communication sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est un vrai métier. Et du coup, comment je peux m'approfondir là-dedans? Comment, vous voyez, ça dépend effectivement. Et encore, une chose complètement différente, c'est la communication qu'on va faire du magasin de bricolage. Et une autre chose, c'est la communication qu'on va faire du magasin on va dire, genre Décathlon, des choses sportives. Hein? Oui, parce que le public, il est différent. Chaque truc, et pourtant, les deux sont des magasins. Par exemple, je ne sais pas, si on prend le Leroy Merlin, la communication chez les Leroy Merlin dans les réseaux sociaux, c'est complètement différent de la communication dans les réseaux sociaux de Decathlon. Évidemment, il y a des targets, des publics ciblés qui est différent. Hein. Mais voilà, il faut savoir s'adapter à chaque poste, à chaque métier. De la même façon qu'à chaque poste, à chaque métier, il va falloir développer un CV différent. Vous voyez que cette histoire d'analyse SWOT, ça commence vraiment à dialoguer aussi avec ce que vous allez mettre en place dans votre CV, ce que vous voulez mettre en évidence aussi dans votre CV, et ce qu'il faut mettre en évidence, et c'est que vous n'avez pas forcément l'intérêt de mettre en évidence. Il faut avoir un rapport, ce que vous choisissez de mettre dans les CV doit avoir un rapport avec les métiers, les départements, et aussi avec l'activité de l'entreprise. Ça, c'est très important. Bon, en résumé, et c'est cette question de l'activité de l'entreprise qu'on n'avait pas abordée dans la question des forces, mais c'est évidemment très important dans l'axe interne. Et en résumé, du coup, les faiblesses sont les facteurs internes négatifs qui peuvent se révéler néfastes au regard de la concurrence, mais qui peuvent être améliorés.
il ne faut pas oublier qu'ils peuvent être améliorés parce que nous avons les contrôles. Voilà. Pour l'instant, est-ce que vous avez des questions? Pour l'axe externe, on va parler vite fait, mais voilà. Est-ce que pour l'instant, vous avez des questions concernant ce qu'on a vu sur la matrice SWOT ou pas, ou vous pensez dans un cas particulier et voilà, et vous voulez discuter? Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Bon, je pense que non. Voilà. Voilà. Je vais prendre ça pour non. Bon, on part alors à l'axe externe. L'axe externe, en fait, on a beaucoup parlé au niveau de ce qui c'est l'axe externe. C'est qu'on appelle l'axe externe. Du coup, on ne va pas trop rester là-dedans. On va dire c'est les diagnostics externes énumérés des éléments qui ont un impact possible sur l'entreprise ou sur vous. Et l'axe externe s'intéresse à l'environnement de l'entreprise. Je vous laisse lire. Je vais même agrandir là. Parce que effectivement, on a tout parlé de ça déjà. Du coup, je laisse les diapos quelques instants. Là, c'est ça que le deuxième point que nous avons discuté sont des éléments qui peuvent avoir un impact positif et négatif, mais que nous n'avons aucun contrôle. Voilà. Potentiellement devenir soit favorable, soit nuisible, l'objet étudié, voilà. En fait, c'est que c'est intéressant de l'axe externe de réfléchir, c'est que sont des éléments effectivement qui peuvent vous assurer un avantage à long terme, mais aussi c'est une sorte de prévision que vous pouvez faire. Vous voyez, par exemple, si on pense, si on pense dans la course, par exemple, de la Formule 1, vous savez que les types de pneus qu'ils vont mettre, qu'ils vont utiliser, ça impacte. Il y a un impact en fait énorme sur la façon de conduire et aussi sur combien des stops qu'ils vont faire pour changer les pneus. Voilà. Et ça va jouer aussi selon les temps. S'il pleut, si les temps il est sec, ou encore humide, voilà. Tout cela, il a un impact énorme. Et c'est une sorte de prévision. C'est là qu'on va parler de l'axe externe. On ne peut pas, dans la Formule 1 par exemple, on ne peut pas être sûr de la prévision météorologique s'il va pleuvoir. Évidemment, aujourd'hui, avec les outils, les analyses qu'on a, on peut être plus sûr de cela. Mais toujours peut arriver, en gros, pour parler les français clair, toujours, il peut arriver une merde. Du coup, c'est aussi, c'est ces côtés-là, c'est que je veux illustrer avec cet exemple, c'est que l'axe externe, au-delà d'être des éléments qui on n'a pas les contrôles, sont des éléments qui peuvent nous assurer une prévisibilité de l'avenir. Vous voyez, le genre, si telle loi est approuvée, je peux me faire augmenter mon chiffre d'affaires. Je sais pas, il y a
le dernier élément, là, il a là de très nombreuses pistes d'investigation, comme par exemple évolution technologique, évolution législative, évolution du nombre de concurrents, changement de comportement d'achat des consommateurs, accélération de l'e-commerce, voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé, par exemple, une série sur Netflix, je ne sais pas si elle est ailleurs, mais que s'appelle, une série française d'ailleurs, qui s'appelle Family Business. Hein. C'est assez drôle. C'est assez drôle. Oui, monsieur, moi j'ai regardé. Ah, c'est très bien parce que tous ceux qui ont regardé, ils vont reconnaître bien cet axe externe. Parce qu'à la base, ils voulaient, les business de la famille ne marchaient pas et ils ont entendu parler d'une loi qui allait légaliser les cannabis, la consommation de cannabis dans la France. Parce qu'ils avaient un contact privilégié, voilà. Les contacts, peu importe qui c'était, hein, parce que ça fait partie de la narrative un peu drôle de la chose. Mais voilà. Et du coup, ils ont su ça. Et ça, si cette loi, elle allait passer, elle allait être votée et approuvée, s'ils avaient déjà commencé leur plantation, à planter, on va dire, leur champ des cannabis, ils allaient avoir un avantage concurrentiel par rapport aux autres. On sait que tout ce qu'ils essayent d'explorer de façon un peu comique dans la série, c'est effectivement tout ce qui se passe dans la vraie vie. Hein. Évidemment, il y a des gens qui ont des informations privilégiées, qu'ils arrivent à être, on va dire, en pas en avant. Mais dans cette série Family Business, on voit l'axe externe. Ils se sont dit que, oh là là, si je sais pas, les congrès va approuver cette loi, on va déjà avoir, je sais pas combien de hectares de cannabis, on va pouvoir fournir pour toute la France. Et nous, on sera riches. Vous voyez, ça c'est une opportunité, mais ils ne peuvent rien faire. Ils ont eu cette information, voilà, mais ils ne peuvent rien faire. Et à la fin, la loi n'est pas approuvée. Je suis désolé pour les spoilers, hein, pour vous spoiler, mais voilà, la loi n'est pas approuvée. Et d'où se passe toute l'histoire de la série, la partie comique, voilà. Mais voilà, du coup, l'axe externe est très bien illustré. Et il montre aussi qu'on a l'axe externe qui peut être une opportunité, peut tout à fait devenir une menace aussi. Parce que ça ne dépend pas forcément de vous. Hein. Voire même une faiblesse, mais on va voir. C'est pour ça, l'histoire de Family Business, on arrive à voir l'influence de l'axe externe très facilement dans la série. Donc voilà. Je sais pas là. Pardon, là je pense que j'ai arrêté de partager, mais j'y reviens. Et donc, dans ces axes externes, on a les opportunités et les menaces. Hein. Les opportunités, je pense que la majorité des gens savent très bien ce que sont les opportunités. Ce sont les facteurs extérieurs, parce que ça fait partie de l'axe extérieur, hein, externe, pardon, ou les situations dont l'entreprise peut tirer parti. Hein. Du coup, facteurs extérieurs ou les situations
dans l'entreprise peut tirer parti. Dans l'entreprise, on voit même vous. Hein. Vous savez que des fois, on connaît tous quelqu'un qui a fait un cours dans sa vie qui ne sert à absolument, qui apparemment ne sert à absolument rien, hein, mais qui, dans un certain moment de sa vie, c'était en fonction de ces cours-là que la personne a été embauchée et a réussi à, on va dire, augmenter dans la hiérarchie de l'entreprise. Il y a un cas, par exemple, au Brésil, très 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 connu, que dans une chaîne de télévision, hein, c'était l'époque de la guerre froide, hein, mais dans cette époque, personne parlait les Russes dans cette chaîne, sauf un petit stagiaire, que on ne sait pas pourquoi, il a pris les Russes. Hein. Personne ne sait pourquoi il a pris les Russes. Un jour, il voulait... Et après, il a raconté l'histoire et il dit qu'un jour, il voulait juste... voilà. Il trouvait drôle, il voulait apprendre quelque chose que personne ne savait. Voilà. Mais sans cette vision de l'opportunité. Vous voyez. Et juste l'effet de savoir parler un peu les Russes lui assurait un poste de journaliste chargé des communications internationales. Hein. Évidemment, dans la période de la guerre froide. Vous voyez, ce n'était pas prévu, évidemment, mais il faut toujours penser que quels sont les éléments qu'on a, qu'on peut, dans un futur proche, l'utiliser, ou qui peuvent devenir une opportunité, qui peuvent devenir un truc qui va m'assurer un différentiel compétitif. Faire un tel cours ou apprendre telle chose peut être évidemment une opportunité. Quand on parle de marché immobilier, hein, on parle souvent d'opportunités. On parle presque jamais de menaces. Hein. Mais par exemple, la loi de la trêve hivernale et tout ça, pour ceux qui louent trêve hivernale, un truc comme ça, c'est en France, c'est un truc qu'il y a en France, au Brésil on n'a pas, mais voilà, mais ça peut être une sorte de menace à ceux qui essayent de louer leur bien aussi. Hein. Du coup, voilà, ce sont des choses qui peuvent freiner, effectivement. Du coup, les opportunités, situations externes propres à l'environnement dans lequel évolue l'entreprise, évidemment, qui évolue l'entreprise, mais on va essayer de toujours substituer les mots entreprise par vous-même. Et ces éléments, donc, qui peuvent procurer un avantage concurrentiel à l'entreprise et sur lesquels on peut prendre appui. C'est pour ça qu'on avait parlé d'une loi. C'est où aussi très important, par exemple, les boulots qui font certains syndicats, certaines catégories professionnelles. Parce que quand on parle de syndicats et tout ça, on pense tout de suite à des questions de gauche, des questions politiques, voilà. Mais ce qu'on oublie aussi sont les accords des conventions collectives que les entreprises font avec ces syndicats, mais que les syndicats, ils assurent que seulement une telle personne avec une telle formation peut exercer une telle fonction. Du coup, c'est très intéressant ça. Mais voilà. Bon, dans ces cadres-là des opportunités, l'environnement peut présenter certaines zones de potentiel à développer. C'est-à-dire que vous voyez qu'il y a un certain filon, un truc comme ça. Vous imaginez
la première personne qui a fait, par exemple, une pâte à pizza vegan. Aujourd'hui, on parle tellement de l'environnement et tout ça. Il y a pas mal, on connaît tous des gens qui sont végétariennes, hein, à côté de nous, euh, voire même vegan, hein. Euh, du coup, pourquoi pas, vous voyez, la personne qui a eu ces déclics-là, elle a pu se faire de la thune dans un certain moment. Aujourd'hui, elle ne peut plus faire de l'argent avec ça, parce que c'est une information déjà diffusée, c'est déjà quelque chose qu'on connaît tous. Voilà, vous voyez. Donc, c'est aussi saisir un filon dans les marchés. Observer les mouvements extérieurs qui peuvent montrer un chaman potentiel. Honnêtement, trouver les opportunités et trouver les menaces, c'est tout à fait la partie plus difficile qu'on peut avoir dans l'élaboration de l'analyse SWOT. Parce qu'il faut être très très bien informé de marché, du milieu qui entoure l'entreprise, quoi. Hein. En gros, il convient d'essencer les opportunités offertes par votre environnement. Et si on, qui parle, qui dit opportunité, dit aussi menace. Et de la même façon, les menaces, c'est exactement l'opposé. Comme les faiblesses étaient l'opposé de force, les menaces vont être effectivement l'opposé des opportunités. Dans la série qu'on avait discutée là, Family Business, c'est qui était une opportunité à la base de pouvoir planter des hectares de cannabis, voilà, avec les changements de position du Congrès, est devenu une vraie menace. Parce que comment ça veut dire que tout ce qu'il faisait, c'était illégal. Du coup, comment ils peuvent procéder? Bon, voilà, ils ont investi de l'argent dans un truc qui est illégal, en gros. Voilà. Dans ces cas-là, les menaces vont regrouper les problèmes, les obstacles, les freins extérieurs qui peuvent nuire au développement du projet. Euh, on va dire aujourd'hui, par exemple, tout le monde et n'importe qui peut devenir coach. C'est coach par-ci, coach par-là. Et honnêtement, coach, c'est devenu un métier que moi, je comprends pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, on peut être coach sportif, sans jamais avoir fait un cours de sport. Aujourd'hui, on peut être coach de nutrition, d'alimentation, de diète, sans jamais avoir fait un cours de nutrition. Vous voyez les problèmes? Il n'y a pas de réglementation. Hein? Aujourd'hui, une vraie menace pour les coachs, c'est la réglementation de leur métier. Voilà. Hein? Si on veut être coach de nutrition, de comment bien manger, par exemple, il faut avoir un cursus, une licence de nutrition ou médecine, je ne sais pas. Et du coup, de façon automatique, la majorité de coachs d'alimentation perdent leur boulot. Hein? Je dis ça parce que je ne connais pas la réglementation en France, mais c'était exactement le cas au Brésil.
Parce que, mine de rien, surtout quand on parle de la santé, c'est qu'on mange, c'est qu'on mange pas, c'est qu'on peut manger, c'est qu'on peut pas manger, surtout quand on veut perdre de poids, par exemple, ou gagner encore de muscles, voilà. On trouve des coachs sportifs, on trouve des coachs euh, de nutrition par rapport à l'alimentation, voilà. Voire même juste pour la santé, hein, je veux meilleur manger, voilà. Mais le problème, c'est que les coachs, ils vont toujours dire ce qu'on veut écouter. Vous voyez, ce ne sont pas forcément des professionnels dans les métiers. Hein. Ça veut dire qu'ils n'ont pas forcément les mêmes temps de recherche. Écoutez bien, j'ai dit, ils n'ont pas forcément, évidemment, il y a des exceptions. Il y a des gens, des coachs qui sont vraiment dans les milieux, qui ont fait ces études dans les milieux et qui, eux peuvent effectivement s'appeler de coach. Voilà. C'est pour ça, vous êtes peut-être trop jeune, hein, mais je pense que il y a 10 ans, on va dire, il y a 10 ans, on ne parlait pas de coach. Ça n'existait pas. Hein. Et aujourd'hui, coach par-ci, coach par-là. Voilà, hein. Réfléchissez à ça. Bon, du coup, une réglementation de métier du coach, ça peut devenir une vraie menace à ces gens, par exemple. Les menaces, ce sont des problèmes posés par une tendance défavorable. Vous voyez, quand on a parlé de mouvement, lorsqu'on parlait de la Covid, ou quand on parlait de la question environnementale, hein, on a parlé de mouvement. Cette notion de mouvement, cette notion de dynamisme, elle est dans ces mots, tendance. C'est une tendance défavorable. De la même façon que l'opportunité, c'est une tendance positive, favorable. Du coup, menace, une tendance défavorable, une perturbation de l'environnement susceptible à affecter le ou les secteurs d'activité et qui, en l'absence d'une réponse réfléchie et appropriée, conduirait à une détérioration de la position de l'entreprise sur ces marchés. Ça veut dire que ça, c'est très important parce que là-dedans, on voit que les menaces, les pires menaces qui existent sont celles qu'on n'a pas prévues. Parce que si on a réussi à prévoir quelques-unes, et ces menaces, effectivement, elles se concrétisent, qu'est-ce que je veux faire? En fait, pardon, je me suis perdu dans ma réflexion. Si j'avais prévu des menaces, et ces menaces, elles se concrétisent effectivement, je vais être prêt pour ça. Parce qu'effectivement, j'ai pris de précautions, j'ai pris de recul pour minimiser les impacts négatifs. Vous voyez, par exemple, c'est pour ça que on a parlé de coach tout à l'heure, pour revenir sur ce sujet-là. C'est pour ça que les coachs, il y a une bonne partie qui essaye de faire plusieurs cours, de faire voire même des licences, des formations et tout ça pour en plus d'augmenter leur force, vous voyez, parce que vous imaginez bien la scène, vous êtes un coach sportif. Moi avec tout mon physique, je pense pas que je vais pouvoir être un coach sportif, mais voilà. En gros, vous êtes coach sportif, hein, et ah merci Magnolia, merci, c'est gentil. Je suis pas sûr parce que
j'ai pas trop la patience pour développer les gens. Moi, j'ai déjà les cours à donner, j'ai déjà mes recherches à faire. Voilà. Ben, merci, c'est gentil, c'est gentil. En gros, l'histoire de coach, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit, imaginez bien, on a des coachs sportifs, hein, et on commence à faire des cours, on commence à apprendre à s'informer, à étudier par-ci, par-là. On commence à avoir des certificats. Vous voyez, des formations et tout ça qu'on fait, on peut par-ci, on peut par-là. On ne va pas mettre en question la validité du certificat, évidemment, hein, mais regardez bien que au-delà, aujourd'hui, faire des courses, pardon, des courses. Je ne sais pas pourquoi j'ai des courses dans la tête. Peut-être qu'il faut que j'achète quelque chose au supermarché. Aujourd'hui, faire des formations, les coachs qui font des formations, s'il n'y a pas de réglementation, ils font pour augmenter leur force. Ça veut dire ils ont le contrôle de, des compétences qu'ils ont, et ils veulent s'améliorer. Par contre, en augmentant, quand ils essaient d'augmenter cette force, en fait, ils sont en train aussi de chercher à minimiser la possibilité des menaces d'une sorte de réglementation juridique, d'une réglementation légale du métier. C'est-à-dire que peut-être que vous pouvez continuer à exercer les métiers de coach sportif si vous avez fait je ne sais pas combien de heures des cours en telle discipline ou telle je ne sais pas quoi. Voilà, vous voyez, c'est une façon aussi de minimiser les menaces. Et l'exemple plus connu, peut-être que pas. En fait, c'est drôle de dire ça parce que maintenant, quand j'ai fait les diapos, je n'avais pas pensé à ça. Mais en Europe, vous avez l'euro. L'euro, c'est une monnaie très forte dans les mondes en général. Vous n'avez pas forcément trop les problèmes avec les échanges de monnaie et tout ça, concernant les dollars, par exemple. Mais je vais boire de l'eau et je vais vous raconter un cas. Mais le truc, c'est que là, je réfléchis maintenant et vous n'avez pas forcément de problème par rapport à ça. Parce que l'euro, c'est effectivement une monnaie très forte. Mais, par exemple, moi, en tant que Brésilien, je viens faire un voyage en Europe. Franchement, il faut avoir beaucoup d'argent. Parce que, on va dire que en euros, en général, je parlais comme ça en gros parce que je n'ai pas vérifié exactement la valeur, mais en euros, c'est la même chose que 7 dans notre monnaie. Du coup, ça veut dire que si vous arrivez au Brésil avec 100 euros, en fait, vous avez 700. Par contre, si on sort du Brésil avec 700 et on vient en Europe, on a 100. Vous voyez la différence? Du coup, vous allez être, entre guillemets, moi aussi, parce que maintenant, je reçois en euros. Du coup, voilà. Mais c'est histoire de... Quand on part à l'étranger, quand on est dans un pays comme les États-Unis, qui a les dollars américains, qui c'est une monnaie très forte, l'euro, encore la livre, euh, dans l'Angleterre, au Royaume-Uni, voilà. Qui sont de monnaies très fortes, les trois. Quand on voyage,
qu'on habite dans ces pays, on gagne notre salaire dans ces pays en voyage, forcément, on ne voit pas trop la différence parce qu'on va avoir techniquement plus d'argent. Hein. Mais quand on revient, on habite dans des autres pays, on vient dans ces zones-là, ça devient beaucoup plus compliqué parce que notre argent, on voit l'argent réduire. Mais au niveau du marché, une menace, par exemple, en fait, on dit souvent que une menace, ça pourrait être une augmentation du cours de l'euro par rapport au dollar. Je vous demande, j'imagine que vous faites déjà des disciplines de gestion financière ou d'économie, quelque chose comme ça. J'imagine, je ne suis pas sûr. Mais je vous pose une question. Qu'est-ce que c'est pire? Hein? C'est une augmentation du dollar par rapport à l'euro ou c'est une diminution du dollar par rapport à l'euro? Et attention, il y a un piège. Quelqu'un, on peut penser dans l'ensemble de l'économie. Hein? Hein? Si on pense dans l'ensemble de l'économie, en fait, soit l'une position ou l'autre, c'est complètement défavorable. Parce que ce qui fait les marchés rentrer en crise, on va dire, c'est exactement les mouvements, la fluctuation. La pire chose qui peut arriver, c'est ni l'un ni l'autre. Hein. Si le dollar il est très haut par rapport à l'euro, ou si le dollar il est très bas par rapport à l'euro, évidemment, ça va impacter certains commerçants, certaines entreprises. Voilà, effectivement. Surtout quand on parle d'importation, exportation, voilà. Mais par contre, pour les marchés, c'est qu'il peut être vraiment rude, on va dire, c'est qu'il peut être vraiment négatif, c'est qu'on ne peut pas prévoir une situation. Hein. Effectivement, l'euro par rapport à notre monnaie au Brésil, c'est la différence de 1 pour 7. Ça veut dire que en euros, avec 1 euro, vous pouvez acheter 7 de notre monnaie. Du coup, vous êtes en gros, vous, moi maintenant, nous sommes tous beaucoup plus riches que les Brésiliens. Même si on n'est pas riche. Mais cette situation, ça fait environ 1 an et demi qu'elle est comme ça, qui varie très peu. Vous voyez que c'est entre 6,50, 7, je dis 6,50, mais c'est toujours 6,80, 6,90. Vous voyez, 20 centimes, c'est énorme quand même. Mais en tant que voyageur et tout ça, c'est pas un écart très grand. Mais voilà. Et du coup, ça c'est plus favorable dans les marchés quand on a une stabilité des monnaies, de valeur de monnaie, de plusieurs monnaies, hein, qui est au cas où on a une augmentation et après une baisse de ces valeurs, vous voyez, une fluctuation très grande, c'est encore pire. Du coup, la fluctuation, c'est une menace plus grande qui une valeur très haute ou très basse, très baisse. Mais effectivement, ça va changer, ça va varier, avoir des impacts plutôt négatifs ou plutôt positifs selon l'activité de l'entreprise.
Du coup, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir une perspective de point de vue, de votre point de vue, hein, d'un contexte très spécifique. Est-ce que pour cette entreprise qui appartient à ces secteurs d'activité et qui dans ces secteurs fait ça, j'ai un bon CV? Par rapport à tout cela, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, quelles sont les opportunités que je peux avoir, quelles sont les menaces? Vous voyez? Bon, avec cela, en fait, on a passé par toute l'analyse SWOT, hein, tous les éléments. Ici, par exemple, il y a un exemple de matrice que vous pouvez faire, vous pouvez exécuter, qui je veux d'ailleurs vous mettre en épreuve. Mais je veux parler de ça. Du coup, je vais parler de ça après. Du coup, vous voyez bien qu'on a l'axe interne ici, les forces et faiblesses, les facteurs positifs d'un côté, les facteurs négatifs de l'autre, hein, et l'axe externe en bas, les opportunités, facteurs positifs, et les facteurs négatifs, les menaces. Et évidemment, ici, hein, on parle, les exemples que j'ai donnés ici sont des exemples plutôt qui concernent plutôt l'entreprise. Hein. Mais on va voir effectivement comment on peut transformer ces points-là. Hein. Maintenant qu'on connaît en fait les structures de la matrice, les structures, comment ça marche l'analyse et tout ça, hein, on peut effectivement, on va dire, transformer les structures d'une sorte qu'on puisse la manipuler pour nous-mêmes, pour notre développement professionnel, pour notre développement personnel. Hein. Et du coup, c'est la continuation de notre cours qui c'est exactement la stratégie. Après avoir vu tout ça, on peut penser à comment travailler. Hein, effectivement, je vais vous montrer hein, vite fait parce que notre cours va finir bientôt. Mais ici, par exemple, le dernier diapo, je vais vous envoyer par email la matrice. Du coup, ne vous embêtez pas. Du coup, là, j'ai changé dans les exemples les forces, qualité et compétences personnelles, tout ça. On s'approprié de cette matrice et on a transformé cette matrice-là, qui c'était à la base plutôt pour les entreprises, dans une matrice plutôt pour nous, hein, avec quelques exemples, avec quelques idées par rapport à ce que vous pouvez penser. Hein. Donc, ça peut vous aider, ça peut vous donner des idées de comment remplir cette matrice pour pouvoir meilleur faire votre CV, pour pouvoir meilleur préparer votre candidature en éventuel poste. Voilà. Et voire même retrouver votre voie. Parce que des fois, vous voulez bosser son truc, son métier, son truc. Des fois, je dis n'importe quoi. Euh, des fois, vous voulez bosser son métier, mais que en faisant la matrice, vous vous rendez compte que vous n'avez pas beaucoup de force et qu'en fait, vous avez beaucoup de faiblesses. Bon, si c'est juste celui-là les cas, c'est facile à résoudre. Il faut juste voir ce que vous pouvez faire pour transformer ces faiblesses en force. Hein. Et c'est dans cette dynamique d'échanger d'une chose à l'autre et tout ça qu'on va parler dans notre prochain cours. Va être assez vite, hein, parce que vous voyez, on est en train de finaliser, qui sont exactement les stratégies possibles à partir de la matrice. Parce que pour l'instant, quand on fait juste la matrice comme elle a, les positions, elles sont apparemment figées. Mais c'est là qu'on peut se tromper facilement. Ce qui c'est pas parce que
les éléments sont figés, qui ne peuvent pas bouger. Hein? D'où cette idée de stratégie possible à partir de la matrice. À partir d'une première matrice, je reconnais mes faiblesses, je reconnais mes forces, et maintenant, c'est le moment de mettre en action qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mes forces, qu'est-ce que je peux faire pour réduire mes faiblesses, pour prévenir l'impact négatif des menaces. Vous voyez? Comment transformer les opportunités? Voilà. En fait, il y a plusieurs stratégies qu'on peut adopter à partir de notre première matrice pour pouvoir effectivement, vous allez voir, voilà, pour pouvoir effectivement améliorer nous-mêmes. Donc, voilà. Pour aujourd'hui, c'est ça. Hein. Je vais arrêter la présentation. Hein. Donc, pour aujourd'hui, c'est ça. Si vous avez des questions, encore une fois, il ne faut pas hésiter. À la fin du cours de l'analyse SWOT, hein, je vais vous envoyer par email, ça veut dire les cours prochains, hein, je vais rendre disponible en email notre fichier que vous pouvez vous en servir, c'est exactement la matrice SWOT que vous pouvez remplir et qui devrait être présent dans les rapports que je vais vous demander à la fin du cours. Donc, voilà. Mais on va discuter de tout ça les cours prochains. Pour l'instant, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Hein. Mais si vous n'avez pas de questions, si vous n'avez pas de commentaires, je vous remercie d'être venu, je vous remercie d'être là. J'espère que vous avez passé un bon moment, comme moi j'ai pu passer. Et je vous dis bonne journée, bonne fin de journée, bon après-midi, je ne sais pas, bonne semaine, et à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Bonne journée à vous, monsieur. Au revoir. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir.